Professeur Axel Kahn, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes généticien. Vous êtes président de la Ligue contre le cancer, qui tient d'ailleurs, hier et aujourd'hui, son 23e colloque de la recherche. Et nous parlerons du cancer en fin d'émission. Nous parlerons des vaccins et je vous parlerai de l'ARN messager. Nous ne sommes pas dans une vague épidémique, disait Olivier Véran hier. Mais regardons la réalité. Le virus gagne du terrain. Les contaminations avec les variants venus de Grande-Bretagne et d'ailleurs sont de plus en plus nombreuses. Les hospitalisations, les entrées en réanimation aussi. 60% des lits d'hôpitaux occupés par des patients Covid, retour de la déprogrammation médicale, transfert de patients. Y a-t-il urgence, Axel Kahn ? Oui, il y a urgence. D'une certaine manière, Olivier Véran avait raison sur un point, en tout cas. Il n'y a pas de nouvelle poussée épidémique, c'est la même que la seconde. Nous sommes encore dans le deuxième pic épidémique. Il n'a jamais totalement décliné. Il est resté en plateau. Rappelez-vous, Jean-Jacques Bourdin, après le premier pic épidémique, quelle était la situation ? Il y avait au maximum 10 morts Covid par jour. Il y avait moins de quelques centaines de personnes Covid en réanimation. Il y avait quelques personnes Covid dans les hôpitaux. Et réellement, nous avions gagné à ce moment-là. Aujourd'hui, depuis le début de la deuxième vague, quelle est la situation ? Il y a eu 40 000 morts. 40 000 morts. C'est-à-dire plus que lors du premier pic. Si on met ensemble les morts hospitalières et les morts en EHPAD, il n'y a pas loin de 500 morts tous les jours. Tous les jours, Jean-Jacques Bourdin. Et cela augmente. Malheureusement, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour, on va dire, sortir de la deuxième vague, du deuxième pic, et maintenant tout se complique, on y reviendra, parce que de nouveaux variants qui posent de nouveaux problèmes arrivent, et donc la situation incontestablement est extrêmement difficile et tendue. Extrêmement difficile et tendue. Ça veut dire que des décisions doivent être prises. Le président de la République les prendra demain, non, dimanche peut-être, ou lundi. Probablement dimanche ou lundi, je ne sais pas. Nous verrons bien. Attendons ces décisions. Mais faut-il aller vite aujourd'hui ? Faut-il reconfiner strictement ? Quelle est la solution, Axel Kahn ? Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, moi je suis un médecin, je suis un scientifique, un généticien. Je connais assez bien ce qui est en train de se passer sur le plan sanitaire. Je n'ai pas choisi d'être élu de la République, une fois, mais je ne l'ai pas été, et par conséquent, je reste dans mon domaine. Le confinement est une décision politique. Ce que je fais avec tous mes collègues, c'est que j'éclaire la décision politique d'une définition de la donnée. Et ce que je dis, c'est, de toute façon, c'est difficile à prendre comme décision parce que les Français n'en peuvent plus. Ils sont exaspérés. Il y a d'énormes problèmes chez les jeunes. Il y a d'énormes problèmes économiques. Je ne méconnais aucun des problèmes. Ils sont considérables. Il n'empêche que, à trop traîner, cela veut dire qu'on va laisser perdurer ces problèmes. On va retarder le moment où on va réussir à les surmonter, et c'est la mauvaise solution. Plus on prend des décisions tard, plus la circulation virale sera élevée, et comme on ne peut pas lever les décisions dures que l'on prendra avant que la circulation virale soit très basse, moins de 50 personnes contaminées par 100 000 habitants, nettement moins, certainement, plus ce sera long. Et donc, c'est aux politiques de prendre les décisions. Vraiment, je lui laisse cette responsabilité, mais je lui dis, ne tardez pas, s'il vous plaît, ne tardez pas, et surtout, fixez un plan. Prévenez les Français de ce qu'est le plan, expliquez la raison pour laquelle c'est la moins mauvaise solution et tenez-vous-y. Ne faites pas comme, on va dire, en mai, où il y a eu une certaine légèreté, un certain relâchement. Et ce magnifique résultat que les Français avaient obtenu par le premier confinement, hélas, il n'y a pas qu'en France, partout a été perdu. A été perdu, Axel Kahn. Donc il faut prendre des décisions strictes. Nous n'allons pas entrer dans les détails parce que vous ne voulez pas vous substituer. Non, c'est pas mon job. Ça n'est pas mon job. Il y a quand même deux questions à la lumière de ce qui se passe et à la lumière du sentiment des Français. Les Français qui ne sont pas prêts, qui semblent ne pas être prêts à un confinement trop rude, qui ne sont pas prêts à, je ne sais pas moi, à ne plus pouvoir circuler ou ne plus pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Les enfants,
c'est un sujet majeur. Les enfants. Il y a des vacances qui se profilent à l'horizon. Faut-il 3 semaines de vacances pour les enfants? On regrouperait toutes les zones des vacances de février. Ce serait une bonne solution? Ça, je crois que c'est une bonne solution. Je vous ai dit que je n'étais pas politique, mais je suis grand-père. Et donc, évidemment, j'ai des petits-enfants qui vont à l'école. Et par ailleurs, je suis passionné par le problème du décrochage scolaire. Quand j'étais président d'université, l'une des actions de mon université qui m'a le plus passionné, c'était la formation des maîtres et en particulier l'évitement de cette catastrophe qui est le décrochage scolaire, qui est vraiment une spécialité en laquelle la France, hélas, excelle. Et le décrochage scolaire durant le premier confinement des gamins qui sont socialement défavorisés a été dramatique et en partie irréversible. Et ça, on ne peut pas sacrifier une génération de jeunes Français sur la base d'une situation économique dégradée. Et donc, c'est un des cas où c'est dur de prendre des décisions. C'est dur. C'est un des cas où il faut trouver la solution entre deux. Et en effet, 3 semaines de vacances pour tout le monde, les 3 zones étant mélangées, c'est la moins mauvaise solution pour ce qui concerne les enfants. Bien, Axel Kahn, un mot encore, et puis ensuite nous allons parler des variants. Parce que je crois savoir, vous avez un appel à lancer. Je voudrais vous parler de ces Français qui ne veulent pas d'un nouveau confinement, qui n'en peuvent plus. Que leur dites-vous à ceux qui ne veulent pas, qui sont prêts même à désobéir civilement, qui sont prêts à aller au restaurant alors qu'on n'a pas le droit d'aller au restaurant, qui sont prêts à braver tous les couvre-feux? Que leur dites-vous ce matin? D'abord que, évidemment, je comprends leur exaspération, mais qu'ils se trompent quant à la solution. Parce que je vais prendre 2 pays qui ont véritablement utilisé cette technique, on va dire, d'un certain laxisme. On confine le moins possible et même à la tête de ces pays, il y avait des oppositions importantes au confinement. Je parle du Brésil de Jair Bolsonaro et des États-Unis d'Amérique de Donald Trump. Aujourd'hui, ça fait 7 mois qu'ils n'en sont jamais sortis. Le Brésil est totalement ruiné. Il est en faillite, c'est le président de la République qui l'a dit. En réalité, quand on regarde les chiffres, il y a, pas simplement les chiffres de mort Covid, mais la surmortalité, il y a plus de 500 000 morts aux États-Unis d'Amérique. On n'en s'en est jamais tiré. C'est-à-dire que la solution de l'exaspération rapide et du refus de faire ce qui doit être fait pour s'en tirer, c'est la pire de toutes les solutions. C'est la certitude de faire perdurer le mal. La certitude. Les pays qui s'en sont sortis sont des pays qui ont appliqué froidement les solutions qu'ils avaient à leur disposition, c'est-à-dire, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire la Corée, ils ont empêché le virus d'entrer. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, et relativement mieux que nous, au moins dans un premier temps, en Europe, l'Autriche. Mais maintenant, ils sont vraiment touchés. Mais certainement, ces pays-là... Voyez, l'Australie, à un moment donné, il y a eu simplement 50 cas dans une grande ville d'Australie. Plus d'1 mois de confinement total absolu. Mais aujourd'hui, les restaurants sont ouverts, l'économie part extrêmement de manière importante. Je parle pas de la Chine parce qu'on va me dire vous êtes partisan d'une dictature. Alors ça c'est extrêmement difficile. Mais de son point de vue, la dictature chinoise à nouveau conquiert le monde d'un point de vue économique. C'est-à-dire que la plus mauvaise des solutions pour ces personnes réellement, c'est de ne pas faire ce qui doit être fait durement pour obtenir un résultat. Professeur, je vais m'arrêter là, on va s'arrêter quelques instants parce que je crois savoir que vous avez un appel à lancer. À propos des variants, les variants se multiplient partout. Partout, on parle des variants venus de Grande-Bretagne, Afrique du Sud, de Brésil et autres, californiens. Quel appel vouliez-vous lancer ce matin? Oui, je voudrais lancer un appel au président Emmanuel Macron, un appel très solennel. Président Emmanuel Macron, je sais que vous êtes solidaire, que vous avez longuement parlé de la solidarité envers tous les pays pauvres. Je sais que vous êtes extrêmement ardent de porter une parole française au niveau mondial. Ce qui se prépare au niveau mondial, ce qui existe déjà, mais ce qui se prépare, ce qui va empirer, est vraiment tout à fait catastrophique. Parce que on n'a pas eu le courage de faire baisser la circulation virale. Sur le lit d'une circulation virale très élevée. Les variants se sont multipliés. Aujourd'hui, au Brésil, à Manaus, des bulldozers déblaient le territoire pour qu'on puisse creuser des tombes. On réanime dans les voitures. On meurt dans les couloirs.
les variants se multiplient. La seule possibilité de freiner cela, c'est la vaccination et aujourd'hui, un vaccin qui puisse s'adapter au fur et à mesure aux mutations sont les vaccins ARN. L'ARN est d'une technologie extraordinaire. L'appel que je fais, c'est je vous demande, président Emmanuel Macron, de demander peut-être par une convocation du Conseil de sécurité, d'indiquer qu'il y a vraiment un problème de sécurité pour le monde entier, de solidarité envers tous les pays pauvres qui ne peuvent pas se payer de vaccins. Il faut demander à l'Organisation mondiale de la santé de coordonner une fabrication mondiale de vaccins ARN sans spolier personne. Cela peut être effectivement réglé sans spolier personne. Parce que la situation dramatique dans laquelle risque de se trouver la planète aujourd'hui l'exige. Aujourd'hui, le système de confection et de distribution des vaccins ne permettra pas de faire face à cette catastrophe, ne le permettra pas. Il faut qu'il y ait, pour une fois, la communauté internationale, parce qu'il s'agit de la vie des personnes, du destin des personnes, qui prennent sa mission véritablement au sérieux. Sa mission, c'est effectivement le destin des citoyens du monde. Ça veut dire une convocation des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'OMS étant partie prenante évidemment, pour mettre en commun ses connaissances et fabriquer un vaccin mondial, ARN messager, ou plusieurs, peu importe. Ou plusieurs qui permettraient de vacciner la Terre entière. Absolument. Et il se trouve, je connais bien, je suis généticien et les biotechnologies ont peu de secrets pour moi. Il se trouve que, compte tenu, il y a des problèmes d'industrialisation de la fabrication. Oui. Mais autrement, ça n'est pas très compliqué et les matières premières ne risquent pas de manquer. C'est-à-dire, je ne suis pas un yak à faucon, c'est-à-dire, il dit n'importe quoi, on ne peut pas le faire. Si on peut le faire, aucune matière première, si on le veut, ne risque de manquer pour qu'il y ait une augmentation considérable de fabrication de vaccins ARN pour la planète entière. C'est une initiative que vous demandez. Vous demandez à Emmanuel Macron de prendre une initiative. Voilà, mondial. De prendre une initiative au nom d'Emmanuel Macron, président de la République française, et donc en mon nom, à moi aussi, citoyen français, en votre nom, et au nom de tous les citoyens du monde. De toutes celles et ceux qui nous regardent, qui écoutent, au nom de tous les citoyens du monde. Axel Kahn, les variants, ces variants, il y en a de multiples, parce que ce virus, il mute lorsqu'il se transmet, il mute parce qu'il est vivant, ce virus. C'est pour cela. Mais vous avez résumé, il mute parce qu'il est vivant. Oui. La vie, elle mute. La vie, elle mute. D'ailleurs, si elle n'avait pas muté, il n'y aurait pas de vie. Il n'y aurait pas de diversification de la vie. C'est la théorie de l'évolution. Et en plus, ce virus, il est fait d'un génome ARN. Oui. Et l'enzyme qui fabrique le génome ARN est beaucoup moins fidèle, précise que celle qui fait les virus ADN, et les mutations sont entre 100 et 10 000 fois plus fréquentes. Et donc, rendez-vous compte, si vous êtes infecté, vous fabriquez des milliards de particules virales. Il y a presque un mutant dans chacune de vos cellules. Alors, la plupart de ces mutants, on n'entend pas parler, parce que ils ne modifient pas l'aptitude à se reproduire du virus, et donc, ou alors même, il est délétère pour le virus, et ça disparaît. Mais évidemment, sur les milliards de mutations qui vont apparaître, et plus il y en a qui vont être favorisées parce que soit elles sont plus infectieuses, c'est toujours un avantage. Soit alors, quand il y aura une couverture vaccinale, ou alors une immunité collective, ils résistent aux anticorps. Ce qui s'est passé avec le variant brésilien et le variant sud-africain, ils ont en commun ce que j'appelle la mutation à cornes, une très méchante mutation, qui est la mutation E484K, qui remplace un acide aminé acide par un acide aminé basique, ce qui déstructure la forme de la protéine de spicule. C'est que cette déstructuration de la forme de la protéine va diminuer, on peut le comprendre, l'affinité pour les anticorps. Et donc ces vaccins résistent, en tout cas aux anticorps qui ont été développés lors des infections précédentes. C'est ce qui se passe à Manaus. 75% de la population avait été infectée et avait des anticorps. Mais ils ont été réinfectés par ce variant. Mais voyez-vous, Jean-Jacques Bourdin, c'est ce qui attend le monde. Si réellement mon appel n'est pas entendu, c'est ce qui attend le monde. On n'est pas sorti de l'auberge, comprenez bien. Il faut qu'on se batte. L'adversaire, il est redoutable. On ne va pas le voir venir comme cela, les bras ballants. Donc la solution, c'est ARN messager.
Aujourd'hui, c'est le mieux. Aujourd'hui, c'est le mieux parce qu'il s'adapte facilement. Ça explique peut-être tout ce qu'on a pu dire sur Sanofi, sur Pasteur. Voilà, Sanofi n'y a pas cru. Disons clairement les choses. Voilà, une protéine n'est pas adaptée. Une protéine vaccin, c'était le vaccin Sanofi. C'est bien, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on vaccine contre l'hépatite B. Et ça marche très bien. Mais c'est très long à adapter à de nouveaux antigènes viraux. Pasteur n'a pas pu. Enfin, lui, Sanofi n'y a pas cru, Pasteur n'a pas pu. C'est un coup de pas de bol. C'est un coup de pas de bol. Bon. Et aujourd'hui, on a ces vaccins ARN. Voilà, on a ces vaccins ARN. Ils sont prodigieux. Ils sont prodigieux. C'est un miracle de la science. C'est un miracle de la science, réellement. J'ai vu, avant de mourir, ça. J'ai vu, effectivement, les nouvelles technologies permettre de fabriquer un vaccin extraordinaire en efficacité, extraordinairement bien, on va dire, toléré par les... Il y a très très peu d'accidents. Je suis moi-même vacciné. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, je ne suis plus masqué. C'est quelque chose qui est fantastique. Mais on ne peut pas le garder pour nous, qui sommes les nantis de nos pays. C'est pas possible. Est-ce que l'on pourrait se regarder et dire à nos petits-enfants, on s'est mal protégé nous et on a laissé crever les autres? Franchement, Jean-Jacques Bourdin, est-ce que l'on pourrait vraiment vivre comme cela? Axel Kahn, ARN messager. Je lisais, il y avait un très bon reportage dans Le Point cette semaine sur justement cet ARN messager et cette technologie qui permettrait peut-être de guérir, d'être utilisé pour d'autres maladies. On parle de la mucoviscidose et des cancers. Des cancers, c'est possible? Alors, je vais vous dire. L'ARN messager, c'est l'intermédiaire entre le gène et la protéine. Il y a beaucoup de médicaments qui sont des protéines. Et chaque fois qu'un médicament est une protéine, au lieu d'injecter la protéine, c'est compliqué à fabriquer, je vous l'ai dit à propos des vaccins, vous pouvez injecter l'ARN messager, qui est très facile à fabriquer. La méthode s'appelle la transcription in vitro. C'est vraiment extrêmement facile. Des fois, c'est difficile à industrialiser, mais c'est extrêmement facile à faire. Et donc, il n'y a pas de doute que c'est une nouvelle classe de molécules médicaments. L'ARN médicament est au début de sa vie et elle va considérablement modifier la pharmacopée. Il n'y a pas de doute sur ce point. Pour le cancer, parce que parlons du cancer. Notamment pour le cancer. Notamment pour le cancer. Est-ce qu'un jour il y aura un vaccin contre le cancer? Alors, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais vous dire pourquoi c'est pas possible. Alors, il y a des vaccins, on va dire, mais c'est pas vraiment des vaccins. Il y a des immunothérapies. C'est-à-dire, on se sert du système immunitaire pour combattre le cancer chez une personne. Mais la raison pour laquelle c'est pas possible, c'est que les difficultés que j'ai signalées à propos du SARS-CoV-2, du virus, sont démultipliées considérablement pour le cancer. Un vaccin universel contre SARS-CoV-2, c'est difficile, il va falloir l'adapter. Les cancers sont dus un peu au même phénomène, c'est-à-dire sont des mutations de forme de vie qui nous agressent. Et plus on se défend, et plus ils mutent. Et par conséquent, un vaccin qui répondrait à toutes les adaptations aux méthodes que l'on développe contre ces cellules cancéreuses, c'est simplement d'un point de vue théorique inimaginable. D'un point de vue théorique, d'ailleurs, il ne peut pas y avoir de vie sans cancer. Je suis désolé, je vais un tout petit peu pervertir le moral des personnes, mais il peut pas y avoir. Mais ce qu'il peut y très haut, donc mais ce qu'il peut y avoir, et on progresse. La Ligue, dans son colloque sur la recherche, essaye avec ses moyens de hâter le mouvement. Ce que l'on fait, c'est que ces cancers inévitables, parce qu'ils sont profondément liés à la vie, on les guérit de plus en plus souvent, on en meurt de moins en moins souvent, et que par conséquent, on arrive à vivre en tenant en respect cet ennemi lui aussi redoutable. Alors j'ai une dernière question parce que je sais que ça vous tient à cœur. Est-il à nouveau difficile, plus difficile pour un malade du cancer d'être traité à l'hôpital aujourd'hui? Oui, mais l'appel planétaire mondial que j'ai fait vaut pour les malades atteints du cancer. Un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est que, on ne l'a pas trop dit, mais on commence à le dire. Il y a beaucoup de soignants qui sont atteints de la Covid. Et évidemment, que voulez-vous que je vous dise, ils contaminent les malades. Et on le sait. Et par conséquent, la confiance des malades dans l'hôpital, alors qu'il n'y a pas aujourd'hui de séparation entre les secteurs Covid et les secteurs non Covid, est en train de décliner. Or, un des éléments importants de la très considérable surmortalité que l'on attend liée à la rencontre entre le cancer et la Covid est liée au défaut de prise en charge dans des hôpitaux parce que les personnes hésitaient à y aller. Moi, je sais qu'il y a de très nombreuses personnes atteintes de cancer, des centaines, des milliers sans doute, qui ont attrapé la Covid à l'hôpital. C'est vrai. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et donc, il faut assez de vaccins
pour vacciner tous les soignants. Aujourd'hui, c'est pas possible. On n'en a pas. Et par conséquent, on ne peut pas rester en l'état. Comprenez bien. Oui. Comprenez bien. On ne peut pas rester en l'état. Donc il y a urgence au niveau mondial à lancer une au niveau mondial, au niveau français, au niveau de vaccins ARN messager. Merci beaucoup, professeur Axel Kahn, d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV.